Bonjour à tous, chers participants. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2022, année qui, nous l'espérons, sera remplie de projets et de succès. Je me présente, Alexia Barbier, je suis conseillère au développement des marchés internationaux au service Accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier webinaire de l'année dans le cadre de la série Rencontres internationales qui porte aujourd'hui sur la Suisse, un centre d'innovation majeur au cœur de l'Europe. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, notre collaborateur EDC ainsi que notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Par rapport au fonctionnement de l'événement et afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes, nous vous invitons à remplir le sondage en cours. Je vous invite également à présent à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, veuillez les écrire via la boîte de questions et réponses située au bas de votre écran, au centre, et nous allons y répondre durant la période de questions qui aura lieu à la fin des présentations. Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et rediffusé dans les prochains jours sur notre page Internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Avant de présenter nos conférenciers d'aujourd'hui, je vous demanderai également de remplir le second sondage que je vais afficher à présent à votre écran, afin de leur permettre et de nous permettre de savoir, d'en connaître un peu plus sur votre situation justement à l'international et donc de pouvoir répondre au mieux à vos questions. C'est deux petites questions de sondage très rapides, mais ça nous aidera grandement justement à apporter des précisions. Et permettez-moi maintenant donc de vous présenter nos conférenciers invités d'aujourd'hui, en commençant par Madame Claudie Allaire, qui est en charge du développement commercial chez Innovo, Monsieur Michael Morissey, vice-président directeur et chef de l'exploitation technique mondiale chez Insit, et Monsieur Pascal Marmier, secrétaire général à la Fondation Economy of Trust. Madame, Messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui. Et avant de donner la parole à Madame Allaire, je vous invite à écouter cette courte vidéo sur le canton du Vaud afin d'en apprendre un peu plus sur cette région riche en opportunités qu'on va à présent vous présenter. Et c'est parti. Innovation takes time. It's challenging. Frustrating. But often, a thing of beauty. Innovation. We understand it. Vision. Entrepreneurs who love to innovate. Startups that love to make change. And companies who are not scared of taking risks or wonder what could be. Vaud is one of Europe's leading innovation hubs with a vast number of growing industries. It's where Swiss quality of life, stability, diversity of skilled labor, talent, and academic research are all linked together to grow ideas and innovate. Our ecosystem is rich with diversity, setting up endless possibilities between many different sectors. We act as a bridge between startups, corporates, investors, and entrepreneurs. We understand innovation takes connections, support, and financial incentives. That it takes collaboration, talent, and the most advanced technologies to push ideas forward and bring them to market. That's why we promote, invest, connect, and grow innovation. Vaud. Eh bien, merci Alexia et bonne année à toi et ainsi qu'à tous les membres présents de cette rencontre. Merci à la Chambre de commerce de Montréal de nous avoir permis d'organiser cet événement. Bon, je suis un peu désolée de la qualité du vidéo qui a été présentée, mais j'espère qu'on a pu malgré tout vous faire voyager un petit peu de ce côté de l'Atlantique.
ce qui est un peu compliqué en ces temps de COVID. Donc, je me présente, Claudie Allaire. J'ai fait mes études d'ingénieur à l'Université d'Ottawa et je détiens un billet de l'Université de Sherbrooke. L'ensemble de ma carrière s'est passé dans l'industrie manufacturière, occupant des postes de gestion des opérations, gestion de projets, stratégie et excellence opérationnelle au sein de grandes multinationales telles que Cascade, Johnson & Johnson, Allergan et Roche. Depuis maintenant presque 20 ans, je suis installée en Europe avec la famille. Après quelques années en France et un passage en Suisse alémanique, nous sommes venus nous établir en Suisse francophone et maintenant on y est depuis plus de 14 ans. J'ai rejoint Innovo l'an dernier et ma mission est de créer des passerelles entre le Canada et la Suisse, principalement le canton de Vaud, promouvoir les principaux atouts du canton dans les domaines d'innovation et de faciliter la mise en œuvre de vos projets dans la région. Si, à la fin de cette présentation, vous êtes tenté d'en apprendre davantage ou bien on vous a envie de venir nous rencontrer, bon, alors là, on pourra dire que nous avons atteint l'objectif visé de ce webinaire. Je vais maintenant vous présenter succinctement les atouts du canton et ses pôles d'innovation. Par la suite, je laisserai la parole à nos deux conférenciers qui vont témoigner de leur expérience d'implantation dans le canton de Vaud. Donc, pourquoi la Suisse est si attractive? Je le résume en parlant de 3 facteurs importants. Donc, 1, nous sommes leader mondial de l'innovation devant 160 pays, tel qu'établi par l'Office mondial de la protection de la propriété intellectuelle, et ce, depuis les 11 dernières années. Plus de 80 critères sont utilisés pour compiler et établir ce classement. Donc, on mesure, entre autres, les investissements en recherche et développement et en formation, le nombre de brevets déposés par capita, etc. Le deuxième critère important, c'est qu'en Suisse, nous avons les talents. On est en tête aujourd'hui pour la 7e année consécutive au classement mondial des talents de l'IMD. L'IMD qui est l'Institut de la formation du management, de par sa capacité à développer, attirer les meilleurs talents et la qualité des compétences qui sont disponibles dans le vivier des ressources ici. Et le troisième élément, c'est l'accès au marché européen. Donc, ce marché représente plus de 500 millions de consommateurs. Il est aussi parfaitement accessible depuis la Suisse. Et c'est pourquoi un grand nombre d'entreprises internationales ont choisi la Suisse, soit comme siège social, centre de services et recherche-développement, mais aussi comme unité de production. Donc, sans oublier que la Suisse offre aussi une fiscalité avantageuse et une stabilité économique et politique. Prochaine slide. Maintenant, allons voir de plus près les caractéristiques du canton de Vaud, et plus particulièrement celles du Grand Lausanne. Donc, Vaud est le 3e plus grand canton de Suisse, la Suisse étant divisée en 26 cantons et ça se compare comme les provinces que l'on a au Canada. Nous sommes l'un des principaux lieux de formation du pays. Donc, l'EPFL, une des 2 écoles polytechniques de la Suisse, est située à Lausanne, une institution de sciences et de technologie des plus dynamiques et cosmopolites d'Europe. On retrouve également le CHUVRE, qui est le Centre hospitalier univers vaudois, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au monde selon le classement de 2021 du magazine Newsweek. Il joue un rôle d'envergure européen en soins de santé, en recherche, ainsi que la formation. En plus de ces institutions, le canton regroupe une dizaine de hautes écoles supérieures qui assurent la formation professionnelle et la recherche dans les domaines aussi variés que l'ingénierie, le management, le design, les arts ou encore l'hôtellerie. On considère sur le canton que pratiquement 10% de la population active est soit étudiant, chercheur ou professeur. C'est quand même très impressionnant. Pour le canton compte 800 000 habitants et 34% de ces habitants ne sont pas suisses. On y retrouve plus de 180 nationalités. Il est facile de recruter de la main-d'œuvre qualifiée qui vient de partout, de par la qualité de vie que propose la Suisse et les salaires avantageux, mais aussi les procédures administratives sont simples et rapides. Par exemple, l'obtention d'un permis de travail prend de 4 à 6 semaines que l'on vienne de l'Europe ou d'ailleurs. La Suisse, et particulièrement le canton de Vaud, attire des dizaines de milliers de frontaliers qui viennent de France et qui traversent la frontière tous les jours pour y venir travailler. C'est un bassin aussi non négligeable de compétences qui sont disponibles facilement. Et enfin,
le canton regroupe 8 pôles d'innovation collaborative que je vous présente à l'instant. Donc, ce phénomène de pôle d'innovation collaborative a commencé il y a plusieurs décennies, mais on constate vraiment une accélération exponentielle ces dernières années. Ils ne sont pas uniques à la Suisse, bien sûr, mais le canton de Vaud est extrêmement dynamique dans ce domaine. Ces pôles technologiques apportent une nouvelle réponse à la mise en œuvre des stratégies d'innovation des entreprises. Ils rapprochent physiquement les acteurs du même domaine, des chercheurs de grandes entreprises aux multinationales en passant par les startups et les PME. Et ces écosystèmes offrent aux entreprises un accès facile à une multitude d'experts, de partenaires, ce qui permet l'accélération du rythme de leur innovation. On estime aujourd'hui à peu près que la moitié des grandes entreprises se rapprochent de ces partenariats. Vous retrouvez ici sur cette slide les 8 pôles d'innovation collaborative que l'on a sur le canton. Donc, le PFL, l'Innovation Park, était le premier parc scientifique de Suisse. Il a plus de 25 ans maintenant. Il est vraiment situé sur le campus de l'École polytechnique. Aujourd'hui, il représente 14 bâtiments, 200 entreprises, 116 startups. Et en 2022, d'autres espaces se rajoutent pour satisfaire la demande. Le Biopôle, Sciences de la vie, aujourd'hui 8 bâtiments, 90 entreprises et 25 groupes de recherche. D'ici 2025, 6 nouveaux bâtiments viendront s'y rajouter. Y-Park, donc cybersécurité, pharma-dispositifs médicaux et robotique, c'est aujourd'hui le plus grand centre ou le plus grand parc d'innovation de Suisse. On y retrouve 200 entreprises, dont plusieurs multinationales. Il est reconnu pour ses sites de production industrielle. Swiss Aeropole, donc aérospatial, domaine d'innovation connexe comme les drones. Nouveau bâtiment prévu en 2003. Il accueille aujourd'hui l'aéroport militaire et un aéroport privé. Les ateliers de Renan incarnent le pôle design, donc associé à l'ECAL, qui est l'École des arts de Lausanne. On y retrouve aussi un écosystème d'entreprises. Ce pôle héberge ce qu'on appelle l'École 42, le Mass Challenge, qui est l'événement annuel d'accélérateurs de start-up à travers l'Europe. Nouveaux bâtiments sont encore prévus pour 2022 et je crois que la croissance continue de ce côté-là aussi. Le pôle Technopôle Sainte-Croix, donc l'industrie de précision. Nous avons l'agropôle, qui est nutrition et l'agriculture durable, donc start-up et PME d'entreprise. On a vu dans la vidéo plusieurs de ces entreprises qui sont situées sur ce pôle. Et en 2023, il y aura la construction d'une ferme ultramoderne justement sur ce pôle. Et le tout dernier pôle qui est Square One, donc cybersécurité, et se veut le Centre mondial de l'économie de confiance. Et Pascal Marmier nous en parlera dans quelques minutes. Donc, dans le cadre de cette rencontre, nos 2 conférenciers font partie de ces pôles d'innovation. M. Michael Morrissey nous racontera l'histoire de Insight, qui est entreprise pharmaceutique, et son installation dans Y-Park, tandis que Pascal va nous parler de Square One, le Centre mondial de la confiance numérique. Bon, pour ce qui est des autres secteurs, on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Soit vous nous contactez directement via le site de Innovo ou par LinkedIn. Et si la COVID le permet, je serai au Canada d'ici quelques semaines, et plus les jours avancent, je pense que ça va être plus que quelques semaines, je l'espère. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi afin qu'on puisse se rencontrer, et là, je pourrais vous donner plus de détails sur les solutions qu'offre le canton. Donc, maintenant, j'aimerais quand même vous présenter nos 2 conférenciers. Donc, Michael Morrissey s'est joint à Insight en janvier 2016 en tant que vice-président et chef de l'exploitation technique mondiale. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique où il a exercé des fonctions dans la recherche et le développement, la qualité et la fabrication. Dernièrement, M. Morrissey a été vice-président général et responsable des opérations de Celgene internationales. Il a contribué au lancement des médicaments de Celgene dans le monde entier. Et avant sa mission à Celgene, il a occupé divers postes chez Roche pendant 15 ans. M. Morrissey est titulaire d'un diplôme en physique et mathématiques appliquées de l'Université de Londres au Royaume-Uni. M. Pascal Marmier est le secrétaire général de la Fondation Economy of Trust, lancée par la société SIGPA, qui fournit des solutions de sécurité, de traçabilité et d'identification. Le rôle de la Fondation est de créer une communauté
animer un campus d'innovation autour des approches et technologies qui forment l'infrastructure de l'économie de confiance. Pascal combine plusieurs années d'expérience en innovation dans le secteur privé et une carrière en diplomatie technologique à Boston et à Shanghai. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Michael Morrissey. Merci. Voilà, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps. C'est pas tout à fait dans mes habitudes de faire ce genre de conférence. Mais j'ai accepté cette conférence, en fait, de faire ce témoignage quand j'ai appris que c'était pour la Chambre de commerce de Montréal. J'ai eu le plaisir, comme beaucoup de gens, de visiter Montréal, de faire Montréal-Tadoussac aller-retour. Et quand on m'a dit que c'était pour des Canadiens, je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui, je vais le faire. Alors, ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais faire ce matin pour vous, c'est juste pour vous faire partager un petit peu les expériences que moi j'ai eues. Ça fait 17 ans maintenant que je suis en Suisse. Claudie vous l'a dit, j'ai travaillé pour Roche, j'ai travaillé pour Sergin et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler pour Insight. Alors, juste un petit disclaimer, je n'ai pas du tout la prétention de connaître tous les mécanismes et tout le fonctionnement de la Suisse, ni de connaître toutes les industries. Mon expérience est vraiment basée uniquement sur l'industrie pharmaceutique. Si on exclut Roche de mon expérience, Celgene et Insight avaient la même démarche. C'était des sociétés qui étaient basées aux États-Unis, qui avaient comme principal client le secteur américain, et ils ont voulu se développer à l'international. Et ce faisant, ils se sont posé la question, comme beaucoup d'entreprises, où est-ce qu'on va? Alors, il y a plusieurs choix. Lorsqu'on décide dans l'industrie pharma, il y a des grands lieux pharmaceutiques qui sont l'Irlande, qui sont Singapour et qui sont la Suisse. Ça, c'est vraiment les trois régions qu'on trouve dans l'industrie pharma. Si on prend les trois, l'Irlande est très souvent choisie pour deux raisons. La première, parce qu'ils parlent anglais. Et lorsqu'on est américain, on aime bien aller dans un territoire où on peut s'exprimer, où on peut se comprendre. Et puis, bien sûr, la fiscalité. La fiscalité irlandaise est extrêmement intéressante. Ceci étant dit, ça change et je vais peut-être en retoucher un mot dans quelques minutes. Singapour, c'est beaucoup plus pour des multinationales qui continuent à se développer parce que c'est assez loin. Il y a pas mal de différentes barrières, je dirais, linguistiques, mais aussi technologiques lorsqu'on veut aller sur Singapour. Donc, en fait, ils choisissent très facilement, quand on parle de l'Europe, entre l'Irlande et puis la Suisse. Je pense que la Suisse, la raison pour laquelle ces deux sociétés, principalement Insight, ont décidé de venir en Suisse, automatiquement, lorsqu'on pense de ça, on pense aux taxes. Oui, effectivement, la fiscalité suisse, elle est extrêmement intéressante. Il n'y a pas de doute dessus. Mais comme vous le savez, de plus en plus de pays et il y a pas mal de discussions en cours pour harmoniser la fiscalité. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si vous êtes intéressé par la Suisse et que vous avez qu'un objectif d'améliorer votre fiscalité, à mon avis, ce n'est pas vraiment un très bon choix. Cependant, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et très valorisantes, et je pense que Claudie l'a dit tout à l'heure. La première, c'est la qualité de la main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre en Suisse qui est extrêmement bien qualifiée. Ils ont un système d'éducation, que ce soit pour des doctorants ou des post-docs qui sont très bien faits à travers les écoles qui vous ont été citées. Donc ça marche très bien. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a un système de CFC, de niveau plutôt d'ouvrier, qui est extrêmement efficace également, un petit peu comparable à celui que vous pouvez
trouvés en Allemagne. Donc, on a tous les différents échelons avec différentes formations qui nous permettent de remplir relativement facilement les postes. Pour Insight, par exemple, nous venons de finir un site de production à Yverdon au sein de Y-Park qui a été sollicité tout à l'heure. C'est un site de production d'anticorps monoclonaux, donc c'est une technologie qui est assez pointue, assez difficile, et on n'a eu absolument aucun problème à recruter, malgré la pandémie, malgré la demande qu'il y a dans ce type de main-d'œuvre en ce moment pour fabriquer de nombreux vaccins. On n'a pas eu de problème à recruter tous les opérateurs et puis tous les dirigeants pour produire dans ce site. Donc, le système de formation, la main-d'œuvre, pour moi, aujourd'hui, si je devais donner vraiment le haut de ce qui est important et de la qualité de ce qu'on peut avoir dans la région, c'est vraiment la main-d'œuvre. Le deuxième point qui a été également signalé, c'est l'import-export. Et surtout l'export, parce que lorsqu'on est une société multinationale, on veut vouloir exporter. La Suisse, comme vous le savez, a des accords avec l'Europe. Il avait des accords bilatéraux. Il y a ce qu'on appelle en place des MRA, des Mutual Recognition Agreements, pardon pour l'anglais, entre la Suisse et l'Europe, ce qui nous permet d'exporter, nous, en tout cas au niveau de l'industrie pharmaceutique, très facilement nos produits, de les avoir approuvés en Europe. Donc ça marche extrêmement bien, cette possibilité d'échanger entre l'Europe et surtout d'exporter les produits qui sont fabriqués en Suisse. Un point qu'il faut aussi noter, je sais, on le regarde de plus en plus souvent, mais la corruption, le niveau de corruption en Suisse, j'allais dire qu'il est à zéro, je n'ai pas les chiffres, mais enfin, il est extrêmement bas et c'est un point extrêmement important à retenir. Il y a quand même des points, il ne faut quand même pas dire que tout fonctionne bien. Un des gros problèmes de la Suisse, c'est les coûts de la main-d'œuvre. Si vous êtes dans une industrie qui a des cost of goods qui doivent être extrêmement compétitifs, le coût en Suisse est beaucoup plus élevé que dans toute l'Europe. Nous, dans notre cas, dans le cas de l'industrie pharmaceutique, le coût de la main-d'œuvre n'est pas forcément un point extrêmement important, puisque vous savez que nous devons avant tout amortir nos coûts extrêmement onéreux de développement. Donc pour nous, ce n'est pas trop un problème, mais ça peut être un problème pour d'autres sociétés. La deuxième chose où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est un peu la lenteur administrative. Alors effectivement, peut-être que pour des permis de séjour, des permis de frontalier, ça va très vite. Mais en fait, si vous développez, si vous voulez construire, si vous voulez mettre en place une usine, comme nous l'avons fait à Yverdon, les procédures de permis de construire, c'est assez long. Il y a énormément de procédures à suivre, il y a énormément de réglementations. Donc là, il faut quand même des fois s'armer un peu de patience. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, simplement c'est qu'on aimerait des fois, en tant qu'entrepreneur, que ça aille un petit peu plus vite, qu'on puisse démarrer un petit peu plus rapidement nos constructions et puis nos productions. Et puis un dernier point que j'aimerais également signaler de point d'amélioration, c'est qu'en ce moment, on est très inquiet de la remise en cause des accords avec l'Europe. Vous savez que la Suisse, en ce moment, est en train de négocier avec l'Europe. Il n'y a pas eu de décision prise, mais ça aura un impact si jamais ces accords les bilatéraux sont annulés, mais si les accords ne sont pas trouvés avec l'Europe, cela risque de nous poser beaucoup de problèmes à toutes les sociétés multinationales qui sont implantées en Suisse. Donc, c'est un point extrêmement important, c'est un point qu'on doit suivre de très près dans ces prochains mois. Donc, voilà un petit peu ma vision de comment ça se passe en Suisse. Je ne vous ai pas parlé trop de Insight et j'aimerais juste le faire, si vous me le permettez, en 2 secondes. Donc, Insight, on n'est pas basé dans Capos, que j'ai vu en introduction. On est en fait basé dans le Delaware, à Wilmington, qui est le headquarter, qui est la ville de Joe Biden d'ailleurs.
Donc, nous sommes une société américaine. Notre multinationale donc, est basée à Wilmington, comme je viens de le dire. On a des sites, bien sûr, aux États-Unis. Le quartier général est aux États-Unis. En Suisse, nous avons 2 sites. Nous en avons un à Morges, qui est plus administratif. Et puis, nous avons un site de production qui est à Yverdon, dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et puis, très important, nous avons une filiale à Montréal. Et je crois que j'ai même le plaisir d'avoir Madame Christine Lennon qui nous regarde. Donc, toute notre équipe de Montréal est extrêmement active. Il y a presque 15 personnes aujourd'hui qui travaillent dans la société à Montréal. Ils ont déjà approuvé 2 produits. Je crois que ça fait que 2 ans qu'on est actif à Montréal et près de plus de 25 essais cliniques. Donc, un investissement assez important dans la région de Montréal. Voilà, j'en termine là. J'espère que je vous ai apporté peut-être quelques lumières, peut-être une autre manière de voir ce qui vous a été présenté il y a quelques minutes. Et puis, si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir que je les prendrai tout à l'heure. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Pascal. Merci beaucoup, Michael. Enchanté d'être avec tout le monde aujourd'hui. Un grand merci à Claudie et bien sûr à Alexia et toute l'équipe de la Chambre de commerce de nous avoir conviés aujourd'hui. On va passer du domaine des sciences de la vie à un autre domaine très important, j'imagine aussi, dans la vie des entrepreneurs et des sociétés établies ici, c'est la transformation digitale. On va se cibler sur ce qu'on appelle, nous, la confiance numérique. Claudie a déjà introduit SIGPA, donc leader mondial des billets de banque, une société typiquement suisse, ancrée dans la région avec un business véritablement mondial et également une vision stratégique sur le futur. Et donc, on va développer l'économie de confiance, qui est véritablement le sujet dont je vais parler. Et puis, je vais vous expliquer aussi ce qui se passe dans la région. Et je terminerai en parlant de Square One, qui est le campus d'innovation, qui a aussi été mentionné tout à l'heure et qui se veut être un petit peu le centre mondial où cette économie de confiance va démarrer. À la base de l'économie de confiance, évidemment, on peut se dire comment regagner de la confiance. Je crois que la crise de confiance est générale. On n'a pas besoin d'avoir même une pandémie pour s'en rendre compte à tous les niveaux. Et au fur et à mesure, évidemment, où les cyberattaques continuent, on sent le besoin, notamment dans le domaine numérique, de véritablement repenser tout ce qui a trait à cette économie de confiance, c'est-à-dire véritablement toutes les technologies, mais aussi les approches qui vont pouvoir garantir des flux de personnes, des flux de produits ou de services qui vont avoir des concepts éthiques et durables beaucoup plus élevés. Si vous voulez, on peut prendre l'idée de se dire qu'il y a une architecture de cette économie digitale, que ce soit avec des mécanismes d'identité, de traçabilité, de transactions, de registres et autres, qui doit encore véritablement prendre forme. On n'en est qu'à 20% de la digitalisation, même dans un pays comme les États-Unis, qui évidemment a des gros champions. On est déjà à 19 trillions de dollars de l'économie digitale, mais disons, on n'a pas encore atteint véritablement le niveau où on peut se dire que la confiance est là à travers tout ce domaine. D'où l'idée de véritablement se concentrer sur cette économie de confiance dans les échanges numériques. Et la raison pour nous de le faire, c'est aussi qu'on se trouve en Suisse, on se trouve dans un environnement qui a été extrêmement bien décrit juste maintenant par Michael, où le domaine de confiance et cette dynamique fait partie évidemment un petit peu de l'ADN, si vous voulez, du pays. C'est également une des priorités du gouvernement à plusieurs niveaux, comme on l'a vu tout à l'heure dans le canton de Vaud, mais plus largement aussi au sein du gouvernement suisse. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de penser évidemment technologie, mais aussi approche. Au niveau des technologies, on parle beaucoup des technologies de confiance. On regarde ça soit du côté physique, soit du côté digital. Du côté physique, vous pouvez penser à tout ce qui est imagerie, drone, possibilité véritablement de connaître ce qui se fait dans un domaine, de façon plus avancée également ce qui se fait par exemple à base d'ADN. On a fait là autour une table ronde récemment. Et l'ADN que vous pouvez trouver, par exemple, dans des vêtements ou dans de la nourriture vous permet une traçabilité, une transparence extrêmement grande. Là aussi, des défis technologiques très importants pour le futur. Au niveau du digital, Montréal est un des grands centres mondiaux de l'intelligence artificielle, du traitement des données, également de tout ce qui se fait dans le quantum et dans la blockchain. Donc, je pense que là, je ne vais pas
ajouter beaucoup à cette liste, mais ce sont tous des sujets sur lesquels on essaie de réfléchir et puis surtout de passer du côté peut-être recherche à un côté applicatif le plus rapidement possible. Et entre ce monde physique et ce monde digital, on trouve les fameux jumeaux digitaux. Pour reprendre par exemple la santé que Michael vient de présenter, le fait qu'on va bientôt avoir notre jumeau digital, c'est-à-dire savoir exactement quels sont les potentiels de médicaments sur nous, voir notre état de forme, voire même avoir par exemple des consultations basées sur des données de notre jumeau digital. Vous pouvez faire ça dans les chaînes d'approvisionnement, dans les voitures et autres, et on comprend rapidement que là aussi, il va falloir certifier, sécuriser, authentifier toutes ces données. Ce qui nous amène en fait à penser non seulement technologie, mais aussi approche. On parle beaucoup ici de trust by design ou de confiance, si vous voulez, à la source. Donc, des mécanismes qui, là aussi, s'insèrent en fait dans des processus industriels, voire dans des processus de recherche extrêmement importants. Donc, tout ça, c'est ce qu'on entend par cette économie de confiance. Et là, SIGPA veut jouer un rôle, évidemment, avec des partenaires privés publics pour continuer à développer ce sujet. Et c'est clairement quelque chose qu'on va continuer. Quelles sont les forces de la région dans ce domaine? On l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'organisations telles que des universités, de la recherche et autres. Dans le domaine spécifique de la confiance numérique, on a répertorié 313 organisations. De nouveau, de la start-up à la grande entreprise en passant par les instituts publics, vous voyez qu'il y a quand même sur une région qui n'est pas énorme, une grande concentration. On peut aussi évidemment rajouter tout ce qui se fait à Genève, où on le voit de plus en plus, le côté est en train si vous voulez, la force de Genève en tant que place de diplomatie et de rassemblement de personnes s'intègre également dans cette idée de créer un nouvel ordre ou en tout cas une nouvelle dynamique numérique avec justement les instituts de standards, les organisations internationales qui travaillent tout ensemble. Il y a une reconnaissance aussi dans la région que le modèle d'affaires est en train de changer. En tant qu'entreprise, vous le savez, on est dans un monde où tout va commencer à se passer en plateforme, en écosystème, on va devoir travailler de façon un petit peu différente. Cela est vrai aussi au niveau du développement économique et de la façon dont on essaye de véritablement créer une compétition. Donc un côté collaboratif, un côté compétitif. Et puis l'idée, c'est vraiment de connecter les différentes parties qui peuvent être complémentaires sur justement des sujets tels que la confiance numérique. Donc on a véritablement à travers tous les domaines d'activité, que ce soit l'énergie, la santé, que ce soit aussi les secteurs publics, des cas d'usage qui viennent se greffer sur cette confiance numérique. On a aussi des beaux succès dans le domaine des startups, une société NIM qui est spécialisée dans tout ce qui est privacy, donc des nouvelles façons de mettre de la confidentialité dans les échanges et notamment dans les infrastructures, une société NIM qui a levé plus de 16 millions de dollars d'un gros fonds de venture capital américain. Donc, un bon succès, une bonne reconnaissance pour ce qui est fait. Au niveau, on l'a vu tout à l'heure, de l'EPFL, de notre institut, on a beaucoup de discussions aussi pour retrouver les divers éléments autour de la qualité, par exemple, d'une image et de l'authentification d'une image, quelque chose qui devient important quand on sait que les NFT, par exemple, maintenant, deviennent source de millions de dollars. Et puis, on a également des chaînes d'approvisionnement qui sont de plus en plus sécurisées à travers de la reconnaissance des matériaux, évidemment l'utilisation de méthodes décentralisées comme la blockchain pour faire ça. L'écosystème est large, je l'ai dit, donc on a des centres aussi de recherche, un centre par exemple à l'EPFL comme le Center for Digital Trust, qui là aussi sert de lieu de rassemblement, qui sert aussi de vivier à des nouveaux projets. Et puis on a des grandes sociétés, certaines sont apparues, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, des sociétés, par exemple, agroalimentaires aussi, comme Nestlé, jouent un rôle en tant qu'utilisateur et de nouveau viennent apporter leur contribution pour développer des solutions. Et puis, on a des sociétés expertes, comme par exemple Kudelski, qui est dans des domaines de sécurité de communication, un des leaders également. Et puis, on n'oublie pas les startups, les programmes d'accélération. Un programme qui a maintenant, par exemple, 3 ans d'âge uniquement, qui s'appelle le Tech for Trust. Chaque année, sous forme de 2 éditions semestrielles, une trentaine de sociétés peuvent venir tester, rencontrer les experts et véritablement accélérer leur programme d'affaires, un programme ouvert aussi aux sociétés étrangères, Tech for Trust, qui est géré par l'organisation Trust Valley,
qui est une de ces organisations fêtières et véritablement une alliance qui vise justement à rassembler les acteurs ici les plus en vue. Donc voilà pour le paysage. Il me reste encore peut-être à vous dire, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment est-ce que vous pouvez bénéficier de cet écosystème? Donc la version ultra rapide, c'est de dire appeler Claudie. La version un tout petit peu plus longue, c'est de dire, écoutez, vous êtes en fait ici devant un laboratoire d'expérimentation. De nouveau, la confiance numérique, on ne sait pas exactement où ça va aller. On sait que c'est une approche multiple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement technologique, mais aussi sur des éléments tels que des standards, des approches, une compréhension de mécanismes plus larges que juste des technologiques. Et donc, ce qu'offre la région, c'est véritablement un test à échelle nature, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir accès aux différents partenaires qui peuvent faire votre projet. Par exemple, dans le domaine de la santé, avoir accès à des experts du secteur privé, mais également du secteur public, des professeurs, et puis essayer de tester. Je crois que véritablement, il y a une véritable prise de conscience qu'on veut servir un petit peu de centre dans ce domaine, et donc les intérêts sont ici. Il y a des programmes de soutien également à l'innovation. Claudie n'en a pas parlé en détail, mais que ce soit des chèques innovation, que ce soit la possibilité d'engager des personnes, il y a véritablement une panoplie également de programmes qui sont là. Et puis, je terminerai par Square One, qui est le nouveau centre dédié à cette économie de confiance, un grand investissement fait par SIGPA avec l'idée de créer un campus d'innovation détenu est lancé par une société avec vocation justement d'attirer les meilleurs dans le domaine pour ensemble développer ces éléments de la confiance numérique. Donc, vous retrouverez sur le site des partenaires académiques tels que le PFL. Vous retrouverez ces startups que j'ai décrites tout à l'heure, évidemment les éditions en cours de ce programme d'accélération ainsi que des anciens. Vous retrouverez des scale-up, donc des sociétés qui sont véritablement en phase de croissance, ainsi que des investisseurs. Donc, le campus se veut véritablement être le plus ouvert possible à toute forme d'innovation. Et grâce au soutien du canton de Vaud, vous avez la possibilité, en tant qu'entrepreneur étranger, de venir tester tout cela de façon gratuite, c'est-à-dire de passer du temps sur le campus, d'avoir accès à un bureau, accès à la communauté. Et c'est sur ce dernier point que j'arrêterai cette courte présentation, c'est de dire que non seulement il y a un côté évidemment physique à se retrouver dans le canton de Vaud, à tester, à innover et puis à collaborer, mais il y a aussi un côté plus large, une version virtuelle aussi de cette communauté autour de Square One, avec la possibilité de s'engager sur des tables rondes virtuelles, de partager également vos intérêts et puis de créer cette économie de confiance de façon beaucoup plus large qu'elle n'a été faite jusqu'à présent, c'est-à-dire véritablement en rassemblant des personnes avec des vues et des idées différentes. Je m'arrête ici, je redonne la parole à Alexia et je me réjouis de prendre quelques questions tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Claudie, Michael et tous nos chers panélistes pour la richesse de ce contenu et votre partage. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les poser donc, via la box de Q&A dans le bas de votre écran. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir de vive voix. Il vous suffit de lever la main et j'activerai ainsi votre micro pour pouvoir poser votre question à nos conférenciers. Je vais vous laisser quelques instants pour poser vos questions si besoin afin qu'on puisse y répondre tous ensemble. Et encore une fois, un grand merci pour la richesse donc, Peut-être j'ai pas terminé, Alexia, mais ce que je propose aussi, c'est juste pour les personnes qui n'auraient pas nécessairement simplement envie de l'audio, mais également de la vidéo, voire des images. Je propose qu'on partage quelques références après pour aller voir justement les sites des divers éléments dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, je sais qu'il y a aussi quelques personnes qui sont dans l'audience sur des collaborations d'innovation et autres, et je suis toujours partant pour un partage d'expérience. C'est super, merci pour la proposition. C'est sûr que ça pourra donner de bonnes clés de toute manière à nos participants. Alors, je vais regarder dans l'Assemblée et au niveau des questions. Donc, on a Claude Marquis qui demande, donc je pense que c'est plus adressé à toi, Claudie, pour aider à trouver des distributeurs en Suisse dans le domaine des devis médicaux et innovants.
en quoi Innovo peut justement aider nos entreprises québécoises à pouvoir potentiellement intégrer ce marché. J'ai lu la question, mais je n'étais pas claire sur ce qu'il entend par devis médicaux. Ce que je peux proposer, c'est sûr que nous, on est là pour faciliter les connexions entre les différents acteurs de ces écosystèmes. Donc, s'il veut vraiment prendre le temps de me contacter et de m'expliquer qu'est-ce qu'il cherche exactement, ben, mon rôle, c'est vraiment de dire qui dans l'espace peut être la bonne personne à voir. Mais je pense que c'est notre rôle de faciliter justement ces questions et ces demandes. Super. Monsieur Marquis, si vous voulez aller plus loin dans vos questions, n'hésitez pas à les poser, soit à rajouter dans le Q&A, soit à lever la main afin que puisse vous faire intervenir. On a également une autre question, c'est comment expliquer que la région lémanique soit devenue l'un des hubs d'innovation les plus importants en Europe et quelle est la recette magique donc, de la Suisse? C'est qui veut démarrer je ne sais pas s'il y a une recette magique. Je pense qu'il y a un élément peut-être macro qui favorise évidemment la Suisse, c'est-à-dire, comme le disait Michael, il y a une qualité de main-d'œuvre. Avec une qualité de main-d'œuvre vient aussi le fait qu'effectivement, c'est un pays qui a un certain coût. Mais par contre, le coût permet de faire des investissements assez massifs. Et si vous regardez, par exemple, le budget qui a été alloué aux diverses écoles, c'est vraiment un budget en hausse constante qui subit donc assez peu en fait les freins politiques. Il y a vraiment un consensus assez fort autour du fait que la formation, la recherche est un des fers de lance économiques. Et puis pour reprendre un des points de Michael, on voit aussi, par exemple, les recteurs d'université, juste aujourd'hui, ont annoncé une missive et une pétition assez large pour reprendre l'Europe de la recherche. Donc, il y a véritablement cette continuation de vouloir collaborer avec les meilleurs, de véritablement créer une excellence au sein des universités, avec des personnalités également qui renforcent tout ça. Et puis, bien évidemment, aussi des sociétés qui viennent en bénéficier. Donc, je dirais, il y a peut-être un effet un petit peu d'entraînement, mais disons, ça s'est passé sur des éléments de décennies d'infrastructures et puis d'investissement. Je pense aussi, pour ajouter la stabilité politique, économique, tu parlais des forts investissements de l'État dans la formation et de la recherche, mais le travail flexible aussi, puis la diversité des compétences et l'aspect culturel de la Suisse qui est intéressant aussi. Je pense que... en tout cas, je trouve que la Suisse francophone, la culture de la Suisse francophone est très, très proche de notre culture aussi. Donc, on est très dans l'esprit de collaboration, de travailler ensemble, de co-création. Et je trouve que ça donne ce dynamisme d'innovation qui est assez impressionnant, je trouve. Parfait. Merci pour ces explications et ces précisions. En quoi justement le canton de Vaud offrirait un cadre favorable à nos entreprises canadiennes et québécoises. Donc pourquoi nos entreprises devraient venir justement développer leurs activités en Europe? Je suis tentée de répondre par le fait que les hivers sont moins rudes, ici qu'au Québec. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées dans les différentes interventions. Je ne sais pas si mes collègues veulent en rajouter. Peut-être aussi, je dirais peut-être le fait aussi que depuis 5, 6, 7 ans maintenant au Canada, au Québec, je vais à chaque année, j'ai ma famille là-bas, la pénurie de main-d'œuvre est quand même très, très importante. C'est ce qu'on ne retrouve pas ici, en tout cas du côté de la Suisse francophone, beaucoup moins grande du fait de ses facilités à recruter, à attirer des gens, parce que c'est vrai que c'est une qualité de vie en Suisse qui est quand même particulière. C'est un beau terrain de jeu. C'est un beau terrain de jeu pour tous les accès sportifs, mais aussi tout ce qui est formation. J'ai 2 filles qui sont à l'université ici et c'est facile d'accès aux universités, c'est gratuit, ça reste un cadre extrêmement, extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il y a des passerelles qui sont
qui auront en tout cas des opportunités, je pense, très, très grandes. La Suisse est peu connue pour ce qui a trait à l'innovation du côté de chez nous, en tout cas. Je voudrais juste rajouter un point que je n'avais pas mentionné tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il y a une main-d'œuvre locale qui est extrêmement bien formée, bien qualifiée. Mais il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que grâce à la libre circulation, il est extrêmement facile d'embaucher des Européens en Suisse. N'importe quel membre de la communauté européenne peut venir en Suisse, peut demander un permis de travail. Claudie l'a dit, ça c'est très rapide. Et donc, vous pouvez également recruter des gens d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi une troisième possibilité, qui est les frontaliers. Je crois que Claudie a dit qu'il y en avait à peu près 120 000. Je ne connaissais pas le chiffre, mais il y en a un certain nombre. Et peut-être pour vous mettre, vous habitez dans un pays qui est tellement grand que peut-être vous n'arrivez pas à vous imaginer, mais la Suisse est relativement petite et entourée donc de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. Et il y a énormément de gens qui tous les matins, passent la frontière dans un sens et la repassent dans l'autre sens le soir pour aller pour rentrer chez eux. Donc ça, c'est aussi une grande source de main-d'œuvre pour gens qui ne veulent pas forcément habiter en Suisse. Et puis, le deuxième point que je voudrais juste rajouter à ce sujet-là, c'est que la qualité de vie est quand même assez exceptionnelle. Vous avez, je crois que dans le listing des meilleures des villes où il fait le mieux vivre à travers le monde, il y a 2 villes suisses qui apparaissent et ce n'est pas pour rien. Donc, en plus, si vous sortez de l'Europe et que vous allez recruter des Américains, des Canadiens, par exemple, eh bien, vous avez aussi énormément de valeurs à montrer et d'atouts à leur donner pour qu'ils puissent venir s'installer en Suisse. Donc ça, c'est des points relativement importants. Moi-même, je ne suis pas suisse, je suis également un immigré. Merci pour ces informations, encore une fois. Je vois d'ailleurs qu'on a une question pour vous, Michael. Est-ce que vous pensez que INSEAD aura de la facilité à s'accroître davantage en Suisse dans le futur, au niveau, par exemple, des facilités d'expansion, par exemple? Qu'en pensez-vous? Alors, insight, on dit en américain, on dit insight, pas insight. Alors, non, mais nous on a une politique qui est très simple. On est une société, on fait de la recherche, on fait du développement et la commercialisation. Donc, on est vraiment actif dans des molécules qui sont novatrices et dans des domaines thérapeutiques où il n'y a pas forcément de médicaments à disposition. Donc, on est vraiment dans l'innovation, dans la création, dans la recherche. Et notre investissement, il est très simple. On a une stratégie très simple qui est, on regarde le portfolio, on investit énormément d'argent dans la recherche et les investissements se font en fonction des résultats des portfolios. Et on investit effectivement beaucoup en termes d'équipement, en termes d'outils de production. C'est ce qu'on a fait en Suisse. Rien ne nous empêchera dans le futur d'investir dans des outils dans différents pays. Comme je vous l'ai cité tout à l'heure, on a investi énormément au Canada aussi, on a investi beaucoup au Japon également. Donc, c'est vraiment en fonction, ce qui guide notre stratégie, ce qui guide nos investissements, c'est vraiment la recherche, c'est vraiment le portfolio. Alors, vous dire ce qu'on va faire dans le futur, eh bien, je n'ai pas une boule de cristal, j'ai quelques informations, bien sûr, parce que je sais plus ou moins où on a progressé de manière significative en termes de recherche, mais tout est basé une fois de plus là-dessus. La recherche guide le type d'investissement qu'on fera, si c'est des outils de développement, si c'est des outils de production, etc. Bon. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que je l'ai bien comprise. Très bien, absolument, oui, c'est beaucoup plus clair, je pense, et puis ça va donner aussi des clés à nos participants pour savoir un peu sur quel axe pouvoir s'orienter. Alors, j'ai une question pour Pascal également, mais avant, je vais prendre la question de Christian Sivière, qui est, pour la petite information, un de nos formateurs également à la Chambre et qui donne des formations très riches en contenu également. Il nous demande si la convention fiscale entre le Canada et la Suisse est un facteur d'attractivité, justement.
Moi, je n'aurais pas la réponse nécessairement, mais on peut la trouver. Je ne sais pas si Pascal ou Michael... Je connais pas cette convention, non. Il y a des conventions souvent qui fonctionnent assez bien. C'est des conventions de libre-échange parce que ça permet évidemment aux biens et aux divers fournisseurs de défiscaliser, pour les biens d'être défiscalisés évidemment, et pour les fournisseurs de défiscaliser une partie. Par contre, les conventions de fiscalité, est-ce que ça aide peut-être par rapport à avoir du personnel dans un endroit ou dans l'autre? Ce que j'ai vécu en vivant, par exemple, en tant que Suisse à l'étranger, certaines facilités là autour, ne connaissant pas celle qui lie le Canada et la Suisse, je ne pourrais pas me prononcer sur le contenu, mais ça, généralement, ça devrait toucher plutôt les personnes que les entreprises, si je m'abuse. Je vais faire la recherche et je reviendrai directement à toi, Alexia, pour que tu transmettes l'information, mais c'est quelque chose auquel je n'avais pas nécessairement en tête. Bonne question. Parfait. Effectivement, à titre informatif aussi pour nos participants, si jamais certaines questions vous viennent après l'événement, n'hésitez pas à les poser par la suite en courriel. On va vous envoyer un petit courriel de suivi justement pour faire le lien et pouvoir faire la suite de tout ça. On a également donc un commentaire de Frédéric Raymond qui nous dit que les accords bilatéraux entre la Suisse et le Canada permettent de réduire les frais de douane, mais ne touchent pas directement la fiscalité des entreprises. Donc, comme on peut le constater, certains de nos participants sont très bien renseignés sur les différents accords. C'est aussi ça qui est intéressant dans les webinaires, c'est pouvoir partager les informations et pouvoir communiquer tous ensemble justement par rapport à ça. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter à ce niveau-là? Ou pas spécialement, je vais pouvoir passer à la question pour Pascal dans ce cas. Alors, on a effectivement une question pour Pascal. Est-ce que vous avez des exemples de technologies donc, liées à la confiance numérique qui se sont développées dans la région? Oui, donc j'en ai mentionné quelques-unes. Donc, on peut prendre des technologies d'encryption qui sont par exemple maintenant utilisées dans de nombreux éléments, par exemple en partage sur des chaînes type cryptographique. Il y a aussi une très bonne connaissance au niveau du marquage sur des technologies ou des technologies de marquage sur des matériaux. Donc, par exemple, pouvoir s'assurer de la vérité ou de l'intégrité de certains produits qui sont très importants. Et puis, comme je le disais, une ou deux entreprises qui ont fait vraiment des très, très bons progrès sur l'idée d'utiliser l'ADN en fait, comme vecteur d'information. Donc, on a tous entendu parler maintenant du fameux PCR. Certains, je suis sûr, c'est encore d'actualité. Et justement, ces technologies permettent de coder et décoder de l'ADN. Et là aussi, il y a plusieurs entreprises dans la région qui réfléchissent un petit peu à la faculté de pouvoir utiliser ça comme vecteur de confiance, c'est-à-dire pouvoir potentiellement marquer des produits avec des éléments effectivement très fins et puis pouvoir le décoder de l'autre côté. Donc, véritablement, toute une panoplie, je dirais, d'innovations qui sont prêtes à être déployées de façon plus large. Et de nouveau, un maillage entre les entreprises et les forces académiques qui sont extrêmement bonnes. Le dernier domaine, pour peut-être revenir aussi dans le domaine que Michael connaît bien, c'est des avancées sur la sécurité au niveau du partage des données dans le domaine médical également. Là aussi, des choses qui ont été faites de façon pilote pour pouvoir offusquer une partie des données tout en laissant la possibilité aux divers partenaires de pouvoir apprendre sur ce qui peut être partagé. Là aussi, de l'innovation collaborative, comme je le décrivais tout à l'heure dans mes commentaires, et qui vont continuer à avoir un impact. Super, merci encore pour ces informations. J'ai une dernière question qui est un peu plus, on va dire, de type personnel. Comme ça s'entend, je suis française donc au Canada à présent. Et je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'on fait beaucoup de webinaires, nous aussi, à la Chambre en lien avec les opportunités sur le marché européen, que ce soit la France, grâce notamment aux accords qu'on peut avoir entre la France et le Québec ou le Canada en général. Ce serait quoi, d'après vous, en tant qu'entreprise établie en Suisse francophone, les avantages ou les inconvénients de s'établir justement plus en Suisse qu'en France ou un autre pays francophone pour nos entreprises québécoises?
Qui commence, Michael? Je réfléchissais à la question et je me disais, j'ai pas envie de répondre à ça, c'est trop politiquement, ça va être très dangereux. Non. Écoutez, moi, je ne dis pas qu'un pays est mieux que l'autre, je dis que certains pays donnent certains avantages et on a des inconvénients dans d'autres. Donc, non, je vais surtout pas rentrer dans la polémique de dire qu'il vaut mieux se mettre en France, je pense qu'en Suisse. La France a énormément d'atouts dans énormément de domaines. Moi, une fois de plus, je me restreins à parler de choses que je connais, qui est l'industrie pharma. La Suisse, dans l'industrie pharma, est un des leaders mondiaux. On a toutes les compétences nécessaires pour le faire et j'arrêterai mon commentaire à ce niveau-là. Merci. Bon, je ne vais pas me mettre plus dans l'embarras que Michael vient de le faire. Moi, j'allais plutôt prendre une réponse de consultant qui dit « ça dépend ». En fait. Et je pense que ça dépend d'une variété d'éléments dont on a discuté. Quel type d'entreprise vous avez, quel est le type de travail que vous voulez faire, vous aviez parlé tout à l'heure, Michael, du cost of goods sold, par exemple, en termes d'éléments, quels sont peut-être les besoins que vous avez. Évidemment que si c'est pour la dominance du marché local, si vous venez sur la Suisse romande, vous allez être un petit peu déçu parce que vous allez rapidement peut-être avoir une position de leader du marché, mais vous allez être sur 1 million de personnes. Donc, je pense qu'il y a des réflexions là à avoir. Et puis aussi des réflexions évidemment sur le type de personnel que vous voulez attirer, comment les faire venir. Et puis évidemment, le fait qu'on ait une position privilégiée au centre de l'Europe, qui n'est pas uniquement francophone, mais qui permet aussi d'aller dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est une question un petit peu trop difficile. Elle mérite d'être individualisée en fonction de chaque personne et d'utiliser des experts comme Claudie, d'ailleurs, qui, elle, a toutes les réponses. Non, malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense que le réflexe naturel des Canadiens ou des Québécois, c'est surtout par rapport à la France, parce qu'il y a énormément de Français qui sont installés au Québec. Donc, il y a plus de 100 000 Français, peut-être même les chiffres sont plus grands. Donc, l'attraction naturelle, elle se fait vraiment vers la France. Et puis, j'ai habité 8 ans en France, mais je ne connaissais pas de l'extérieur la Suisse, en fait. On connaît de la Suisse que il y a le fromage, les montres, le chocolat, tout ça, mais on ne s'imagine pas trouver ici, avant de vraiment y venir, ce qu'on y trouve. Et nous, ça a été vraiment une belle surprise. Puis on se disait, une raison pourquoi je suis arrivée à Innovo, puis la création de ces passerelles, c'est finalement si vous avez envie d'aller vous installer en Europe en quelque part, faites un petit détour vers la Suisse, venez voir ce qu'on peut proposer pour avoir après ça, pour pouvoir mieux décider quel est le meilleur endroit pour installer votre entreprise ou en tout cas votre siège ou autre. Mais oui, c'est une belle découverte qu'on ne connaît pas, qu'on est très peu, je pense, du côté du Canada. Donc, on vous invite à venir faire un tour, on va vous accueillir, on va vous aller voir les montagnes et puis prendre… Non, on va dire… Non, justement, moi, je voulais dire, la dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous refaites une réunion comme ça, vous pouvez la faire à Montréal, parce que moi, je serais tellement heureux de pouvoir avoir une excuse pour pouvoir retourner faire un tour à Montréal. Donc, non, pas en Suisse, à Montréal. Merci. On ira prendre une bière à Montréal. Écoutez, merci vraiment pour votre temps, pour ces précisions. On va maintenant conclure ce webinaire. Je voulais vous remercier encore une fois vraiment, Claudie, Michael, Pascal, pour tout le contenu que vous avez pu nous apporter, pour ces réponses et ce questionnement qui est parfois encore présent, mais qui pourra justement être répondu avec le temps aussi grâce aux contacts qu'on va pouvoir fournir. On espère vous recevoir à Montréal quand la situation sera plus clémente, puis également venir en Suisse, pourquoi pas organiser une mission ou différentes opportunités qu'on pourrait avoir de se rencontrer, de se retrouver pour de vrai. Merci à tous, chers participants, pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous demander quand vous quitterez, donc vous aurez le sondage de satisfaction qui s'ouvrira, puis je vous demanderai d'y répondre si vous le voulez bien. Ça nous aide toujours à nous améliorer, puis à comprendre vos besoins pour nos événements futurs.
Encore une fois, Claudie, Pascal, Michael, ça a été un plaisir de commencer cette année 2022 avec votre présence pour ce webinaire. Merci à tous. J'espère vous revoir dans nos prochaines activités et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Alexia. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.